Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être venus si tard pour cette session sur Rust. Je vais essayer de ne pas vous achever tout de suite. On va attendre un peu. Je vais essayer de vous expliquer quelques-uns des concepts clés dans Rust et qui sont utiles quand on démarre, ou tout du moins qui, moi, m'ont servi quand j'ai démarré. Je me présente, je m'appelle Guillaume Soldera. Pendant une quinzaine d'années, j'ai fait essentiellement du Java, JavaScript et du Scala. Et j'ai commencé à faire du Rust quand j'ai rejoint Doctolib en juin dernier. Car oui, on fait du Rust aussi à Doctolib. C'est pas uniquement du Rails et du React, il y a plein d'autres trucs, et notamment du Rust. Donc Doctolib, c'est bien évidemment le service de prise de rendez-vous que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un logiciel médical et financier, donc qui sert aux praticiens pour faire les consultations, suivre les antécédents des patients, etc. Et en fin de parcours, de faire la facture à leurs patients. Et donc c'est là où nous on rentre en jeu. Et quand je dis nous, c'est l'équipe qui est basée principalement à Niort, qui avons en charge le module de facturation. Et ce module de facturation, il est là pour répondre à plusieurs questions. Tout d'abord, combien le praticien doit facturer à son patient. Donc ça dépend de plein de paramètres. Si c'était un jour férié, si le patient c'était un enfant, les actes pratiqués, etc., etc. Selon les droits du patient, combien l'assurance maladie va le rembourser, et donc lui, combien il devra payer. Et enfin, on doit également générer la feuille de soins, signée électroniquement par la carte vitale pour le patient et par la carte du professionnel de santé pour le praticien, et télétransmettre le tout à l'assurance maladie pour que tout le monde soit payé et ou remboursé. Si vous voulez plus de détails sur ce module de facturation, il y a une présentation qui a été faite par Jérôme Benoît au Jog Summer Camp en septembre dernier. Je vous invite à aller la voir, vous aurez tous les détails qui vous intéressent. Ce module de facturation, pour bien faire son taf, il doit répondre à plusieurs contraintes. Tout d'abord, pour pouvoir lire les informations situées dans la carte vitale et la carte du praticien, il faut qu'on dialogue avec des librairies C, et c'est des librairies qui sont fournies par l'assurance maladie. Deuxième chose, on doit aussi s'interfacer avec les lecteurs de cartes, des cartes vitales, hein, j'entends. Donc que ce soit des lecteurs USB ou des lecteurs Bluetooth pour les praticiens qui sont en mobilité. Et enfin, vu que ce module de facturation il est installé sur le poste du praticien, on se doit d'être cross-platform et cross-OS. Et chose non négligeable, on se doit d'être rapide et résilient, parce que si on se foire, eh ben, le praticien n'est pas payé et le patient n'est pas remboursé, et là, ça peut poser des problèmes. Et donc, pour réaliser tout ça, on l'a fait en Rust. Et oui. Donc Rust, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un langage bas niveau qui, depuis 2010, est développé par Mozilla. Et en ce moment, il a pas mal le vent en poupe, hein, comme on dit, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a sa performance qui est mise en avant, performance au sens rapidité d'exécution, et ça, c'est vraiment, vraiment le cas. Il y a aussi performance au niveau gestion efficace de la mémoire. Il n'y a pas du tout de garbage collector qui vient passer pendant l'exécution de votre programme, et c'est ce qui rend l'exécution du programme performant. C'est un langage aussi dit fiable, parce que c'est un langage qui est typé statiquement, donc ça évite déjà pas mal de problèmes. Et dès la compilation, ça va s'assurer de plusieurs choses. Tout d'abord, de ce qu'on appelle la memory safety. Donc ça veut dire que pendant l'exécution de votre programme, à n'importe quel moment, quand vous accéderez à une zone mémoire, ça s'assurera que cette zone est valide, et donc éviter les segmentation faults qu'on peut avoir en C par exemple. Et ça, dès la compilation. Dès la compilation, là aussi, ça s'assure de la thread safety. Donc ça évite tout ce qui est accès concurrent à une même donnée. Et ça, c'est pas mal. Ce qui plaît aussi, c'est que c'est un langage dit tout-terrain. Avec Rust, on en retrouve dans de l'embarqué, de l'IoT, des outils système, des outils réseau, du WebAssembly, enfin des outils en ligne de commande. Il y a eu une présentation tout à l'heure. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut et dans le paradigme qu'on veut. On peut faire avec de l'objet, du fonctionnel, de l'impératif. C'est comme vraiment le développeur l'entend. Alors, le compilateur, il fait plein de choses, c'est bien, mais pour le coup, il fait plein de choses. Et donc, il compile, et le temps de compilation peut être un peu lent. Enfin, c'est pas peu, et c'est lent. Et donc, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que le compilateur, il vérifie pas que la syntaxe, il vérifie toutes les choses que je viens d'expliquer. Et du coup, on se prend plein d'erreurs au début. Et ça nous fait un peu péter les plombs quand on démarre. Mais on va vite voir qu'en fait, le compilateur est juste là pour notre bien. Donc Rust, pour démarrer, c'est tout simple. On exécute cette commande curl qui va nous installer une toolchain qui s'appelle RustUp.
Et donc, ça vient avec plusieurs choses. Tout d'abord, le compilateur Rust, Rust-C, et l'outil de build qui s'appelle Cargo. Et donc, Cargo, c'est lui qui va gérer donc, le build, les dépendances, runner les tests, etc. Et donc, quand on démarre un projet, il n'y a pas la peine de se poser la question est-ce que je fais du Maven, du Gradle, du NPM, du Yarn? Non, non, c'est Cargo et ça marche super bien. Donc, voyons comment ça se passe. Donc là, moi, j'ai téléchargé tout ça. Donc, j'ai Cargo en ligne de commande. Pour initier un projet, il suffit juste de faire Cargo New et le nom du projet. Et donc là, je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez l'arborescence que ça a généré. Donc on a notre projet qui est créé, un fichier cargo.toml, donc c'est là où on va retrouver les dépendances par exemple. Et on voit qu'on a un fichier exécutable, enfin un fichier main, pardon, qui est créé avec une simple commande qui affiche Hello World. Et si on exécute ce programme, donc avec cargo run, on voit que là, il compile et qu'il nous génère un exécutable, situé ici. Et on voit que cet exécutable est dépendant de mon OS et de mon architecture. Et quand on exécute cet exécutable, on a bien notre Hello World qui s'affiche. Alors je vais dézoomer un peu parce que ça maintenant on s'en moque. Au niveau de la syntaxe, c'est relativement simple et lisible. Pour déclarer une variable, c'est juste avec let. Et on définit notre valeur comme ça. Si on veut la modifier, eh bien on ne peut pas, parce que par défaut, c'est immutable. Donc, il suffit de rajouter le mot-clé mute pour rendre la chose mutable. À savoir aussi qu'en Rust, on peut déclarer plusieurs fois la même variable, c'est pas un problème. On peut lui-même lui changer son type, c'est pas un souci non plus. Voilà. On peut voir aussi avec l'extension Rust Analyzer que le type est inféré. Donc là, il nous dit, enfin, il infère un type i32. Mais si par exemple on avait une fonction qui ajoutait des i8, pourquoi pas, soyons fous, et qu'on appelait cette fonction, en passant notre variable en paramètre, on voit que là, il infère le type i8, parce qu'il voit que c'est dans un cadre de i8 que ça va être utilisé. Alors, bien évidemment, on peut aussi lui préciser le type nous-mêmes, c'est pas un souci. Donc les types, il y a tous les types classiques, booléens, caractères, je ne vais pas tous vous les citer. Au niveau des nombres, on voit qu'on manipule à des i8, i16, i32, on ne va pas manipuler des int comme on peut le faire en Java, et c'est pareil pour tout ce qui est flottant. Pour les chaînes de caractères, petite subtilité, il y en a deux types. Il y a str et il y a string. Alors pourquoi il y a deux types? Eh bien tout simplement pour des raisons de mémoire. String, c'est un type où les chaînes de caractères vont être allouées dynamiquement et dont le contenu et la taille va changer au fur et à mesure de l'exécution de votre programme. Là où str, là c'est une référence vers une zone mémoire qui contient des caractères, mais ces caractères seront les mêmes jusqu'à la fin de votre programme. La mémoire, c'est vraiment une chose essentielle et qui est au centre de tout du modèle Rust. Et pour gérer ça, il s'appuie sur deux zones mémoire, la stack d'un côté et la heap. Donc sur la stack, on va y stocker toutes les données dont on connaît la taille dès la compilation. C'est une taille fixe, donc qui ne bougera pas toute l'exécution du programme, et on la connaît dès la compilation. Pour toutes ces données-là, on va la mettre sur la stack. Donc la stack, c'est vraiment une pile au sens informatique du terme. Ce qui explique que ça soit rapide, parce qu'il n'y a pas besoin de chercher où on met l'info, non, c'est sur celle d'avant. De l'autre côté, on a la heap, où on va allouer tous les types de données qui ont des tailles dynamiques, comme les strings par exemple. Donc là, si on a une représentation un peu schématique, on retrouverait donc notre i8 avec justement la partie uniquement sur la stack. Et pour notre chaîne de caractères, notre string, on a une partie sur la stack, qu'on appelle le string record, et une partie sur la heap qui contient la vraie valeur qu'on appelle le string content. À savoir qu'en Rust, les variables, elles ne sont pas là uniquement pour pointer la valeur, accéder à une valeur, c'est elles qui vont allouer la mémoire, mais aussi la libérer. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mécanisme d'ownership en Rust. C'est vraiment la variable qui détient la valeur au sens, c'est elle qui va la créer vraiment en mémoire et la libérer quand cette variable sort du scope. Donc Rust va s'assurer que chaque ressource a qu'un seul owner pour éviter différents problèmes. Et donc cette valeur, c'est ce que je disais, elle va être libérée quand la variable sort du scope ou quand elle est explicitement libérée. Alors un scope, c'est typiquement une zone sur laquelle la variable est accessible. Donc là, on a une fonction.
Donc on a notre première variable first qui arrive, on alloue la mémoire sur la stack, hop. Là on a un deuxième bloc qui arrive, on a une deuxième valeur qui est créée sur la stack, on sort de ce scope-là, la variable seconde est libérée, et on sort de la fonction, la première variable est libérée à son tour. Et donc, est-ce que j'avais autre chose? Non, ça c'est pour tout à l'heure. Au niveau des types, on peut bien évidemment créer les nôtres. Donc si par exemple, on crée une struct speaker, c'est grosso modo un POJO en Java, hein. Donc voilà, on a nos champs et nos types. Pour l'initialiser et en créer un, on passe chaque champ et la valeur qui va bien. Et donc là, on voit qu'il n'est pas content. Alors pourquoi il n'est pas content? Donc Rust Analyzer nous sort une erreur, mais si on fait un cargo build, on va avoir un petit peu plus d'infos. Donc voilà. Donc alors déjà, premier point sur le compilateur, on voit qu'il est assez verbeux. On a tout ça comme info, et il nous dit ce qui ne va pas, où ça ne va pas, et éventuellement comment résoudre le problème. Donc là, il nous dit le trait display n'est pas implémenté pour le type speaker. OK, pas de souci. Un trait, c'est en gros une interface. Donc on va implémenter notre trait. Donc pour ça, c'est simple. On fait imp, le nom du trait, for et le type. Donc on a notre fonction qui est surchargée. Hop, et là, pas de souci. On peut lancer notre programme et on a bien notre objet qui s'affiche comme on veut. Alors, créer un display comme ça à chaque fois pour chaque struct qu'on crée, c'est un peu rébarbatif. Donc, il y a une autre notation qu'on peut faire en Rust, c'est une version debug. Donc là, même truc que tout à l'heure, il nous dit le trait debug n'est pas implémenté. Et là, il nous dit, tiens, essaye d'ajouter ça, le dièse derive debug. Et donc, c'est ce qu'on va faire. Ça va nous permettre, avec l'attribut derive, de donner une implémentation basique du trait. Et donc, on va voir en exécutant que cette implémentation, là en l'occurrence, est complètement satisfaisante parce que on a toutes les infos qu'on veut. Pour ajouter une fonction à une struct, c'est simple. On fait imp, le nom du struct et notre fonction. Et pour l'appeler, il suffit, hop, si je le fais comme ça, avec deux points. Donc là, on est bon. Au niveau de la syntaxe, en Rust, il y a du pattern matching, et du pattern matching qui est vraiment sympa. On peut vraiment descendre dans les objets qui sont nestés dans les objets, etc. Et donc faire des trucs comme ça, où là, on a l'info si une personne est adulte, tout du moins en France. Et ça, c'est plutôt cool. Et une autre notation aussi que je trouve vraiment pas mal, c'est le iflet. Quand on n'a qu'une seule branche de notre pattern matching qui nous intéresse, on peut écrire ça comme ça, où en gros ça déstructure notre objet avec le pattern qu'on veut, et ça rentre dans le if si c'est le cas, etc. Et on peut utiliser les variables qui sont sorties. Et ça, c'est plutôt sympa. Ah oui, donc là ça ne compilait pas parce que c'est pas mutable. Hop, voilà, donc on a bien nos affaires, donc ça c'est cool. Par contre, dans la vraie vie, on n'a pas tous nos types dans le fichier main, hein. Donc je vais créer un fichier models, je vais tout mettre dedans. OK, donc là lui il râle, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc là, notre fonction main, OK, super, mais nos types, il les connaît plus. Et donc il les connaît plus, effectivement, parce que c'est plus dans ce fichier-là, donc il faut lui dire où c'est. Et donc, on va dire que notre fichier qu'on vient de créer, c'est un module. Et donc là, ça devient accessible. Accessible, presque. Ce qui nous dit, OK, je vois qu'il y a une struct qui existe, mais elle n'est pas accessible. Et pour la rendre accessible, il suffit d'ajouter le mot-clé pub. Et donc là, on peut faire notre import. Hop, qui est ici. Ah, j'ai tout pété. Voilà, c'est bon. On est bon. On est bon. Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce que j'ai pas fait ça? Voilà. Là, c'est bon. Et donc là, il nous dit maintenant, c'est la fonction new qu'il ne connaît pas. Bah oui, parce qu'elle aussi, elle était privée. Puis petit spoiler, pour âge aussi, il va nous le dire, hein, donc je le mets tout de suite. Et donc là, on est bon. On peut lancer notre programme sans souci. Hop. Oula, ça passe vite. Au niveau des types, je vais en faire un petit peu plus, pas compliqué, mais un peu plus complet. Donc là, j'ai une enum.
Ok, et donc j'ai mon struct qui utilise donc le type speaker que je viens de créer, notre enum, et j'ai une implémentation basique avec un constructeur. On va rajouter un test, parce qu'on fait les choses bien quand même. Donc là, on rajoute l'attribut CFG pour dire à Rust que ben, là, il y a des tests et éventuellement à runner. On va écrire notre test, donc avec l'attribut test au-dessus de notre fonction. Et donc là, on a un premier test qui teste un truc tout bête, qu'il n'y a pas de vote au départ. Et on voit que ça ne compile pas, il nous dit qu'il ne connaît pas les types. Alors, il ne connaît pas les types, sauf que c'est dans le même fichier. Alors, c'est dans le même fichier, certes, mais ce n'est pas dans le même module. Donc, on va lui dire, ils sont juste au-dessus. Et donc là, après, il est content. Et donc là, pour lancer le test, juste cargo test, et on a bien notre test qui s'exécute. Donc, on va jouer un petit peu avec ces données-là. Voilà, on va modifier le nom de famille pour le premier tall. Donc là, il n'est pas content parce que c'est pas mutable. OK, donc là, ça compile. On va faire pareil pour le talk 2. Et là, ça ne compile plus. Alors pourquoi ça ne compile plus? J'ai rien fait de révolutionnaire. Hein. Et là, si je lance cargo test, si j'y arrive, hop, il nous parle de hop, qu'il y a une valeur qui a été moved ici, ok, et que ça a été utilisé après, d'accord, et que pour aider, on peut appeler clone si la performance est, enfin si c'est ok pour vis-à-vis de la performance. Bon, ben on va faire ça. Rajoutons notre point clone. Ok, donc là ça marche. Donc c'est cool, ça marche, mais en vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien ça, donc on va prendre un exemple un peu plus simple, mais qui est grosso modo pareil. Ce qui se passe, c'est donc on a une chaîne de caractères, donc avec la valeur qui est allouée sur la heap, voilà, c'est une string. Et quand on va l'affecter à une autre variable, ce qui se passe, c'est que l'ownership va changer. C'est plus a string qui a l'ownership sur ma valeur, c'est another string. Donc maintenant, c'est another string qui est responsable de libérer la mémoire de la valeur. Et si on se rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure, Rust n'autorise qu'un seul honneur par ressource. Donc c'est pour ça qu'il nous dit tu n'as pas le droit d'utiliser l'honneur précédent. Maintenant, deuxième cas, avec un entier. On va faire ça comme ça. Hop. On va affecter. Hop. Stars. Voilà. Le même ici. Et là, ça ne pose pas de problème. Je ne fais pas de clone et ça ne pose pas de problème. Et donc c'est quoi la différence avec avant? Eh bien, c'est tout simplement que le type n'est pas le même. Ici, on a des entiers. Donc ça, c'est OK. Et pourquoi c'est OK? Parce que les types entiers, là c'est en l'occurrence un 8, ils sont alloués uniquement sur la stack. Et donc quand on va créer une deuxième valeur, en affectant la première, ça va créer une copie sur la stack de notre valeur précédente. Et vu qu'il y a accès à copier, c'est OK, pas de souci. Chaque ressource a un seul honneur. On peut utiliser l'honneur précédent sans problème. Maintenant, si j'avais un autre type, si mettons j'avais mon enum, eh bien, on va faire cet autre exemple. Hop, on va dire ça, c'est un quickie par exemple. Donc 1. Tac, tac. Donc là, on va se retrouver avec la même erreur que tout à l'heure. Il nous parle de use, machin, move value. Et sauf que là, ce qu'on peut faire, plutôt que de faire un clone, on peut implémenter le trait copy. Hop. Alors, il faut aussi implémenter clone parce que copy le nécessite. Et là, on voit qu'il n'y a plus de problème. Ça compile sans problème. Donc, c'est quoi la différence? Voilà. Hop. Donc, d'un côté, on a la copie. Okay. Donc, pour notre entier de tout à l'heure, le copy était vraiment implicite. C'est une copie bit à bit des zones de mémoire. Et donc, on peut implémenter ce trait copy sur nos propres types uniquement si tous les champs de notre type implémentent ce trait copy. Si par exemple, je reprends mon enum et hop, c'est là, je lui dis qu'en fait, je peux lui mettre une chaîne de caractères de type string ici, et là, il ne va pas être d'accord. Il nous dit non, le trait copy doit être implémenté. Et si j'ai de la chance, alors pas par lui, mais lui, il va me le dire, il me dit même, ce champ-là, il n'implémente pas copy.
donc tu ne peux pas dire que toi, tu es en copie. Hop, je remets bien. Le clone, lui, par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dupliquer l'ensemble de la partie de la heap. Donc, quand vous allez cloner un objet, il faut prendre soin de se dire, mon objet à cloner, est-ce qu'il est gros ou pas? D'où le warning de tout à l'heure de Rust qui nous disait, le compilateur, attention au coût de performance du clone. Typiquement, c'est pour ça. Donc un clone, quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on a vraiment une deuxième valeur qui est allouée sur la heap. Et donc là, on a chaque valeur qui a un honneur. Ça ne pose pas de souci, on peut l'utiliser. Maintenant, quand on utilise une fonction, qu'est-ce qui se passe? Donc, prenons notre exemple. Hop. Donc, voilà, une fonction très, très importante. Donc là, on va l'appeler. Mettons ici. Hop. Vote de. Tac. On va l'appeler. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça compile, ça compile. Eh ben non, ça compile pas. Et donc pourquoi ça compile pas? Même problème que tout à l'heure, sauf que là, il nous dit autre chose. Il nous dit, il y a une value qui a été movée ici, et que ce paramètre prend l'ownership sur la valeur. Et effectivement, quand on a une fonction, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Donc ça ne marche pas. Donc on a notre chaîne de caractères qui est allouée sur la heap, et donc là, on va appeler notre fonction doSomething. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, notre valeur, elle est affectée au paramètre qui s'appelle eparam, et donc là encore, l'ownership est transféré. Donc c'est maintenant la variable eparam qui est responsable entre guillemets de la valeur et qui va la libérer quand elle sort du scope. Et justement, la fonction doSomething, quand on sort du scope, les valeurs sont libérées. Donc eparam, hop, ça sort de la mémoire et donc la valeur aussi. Et donc Rust nous interdit d'utiliser l'honneur précédent. Et donc le move, c'est, si vous voulez, s'il y a une chose à retenir, c'est ça, c'est vraiment le transfert d'ownership. Ce transfert, il se fait quand on fait une affectation ou quand on passe la valeur en paramètre. Et suite à ça, Rust nous interdit d'utiliser l'honneur précédent. Donc du coup, comment on peut faire pour résoudre ce problème? Parce que là, j'appelle ma fonction sur mon objet, et si je ne peux plus l'utiliser après, c'est quand même problématique. Donc plusieurs possibilités. Je peux faire un clone, ok, mais sauf que est-ce qu'il y a vraiment besoin de tout cloner juste pour récupérer ça? C'est pas sûr. On pourrait éventuellement, pourquoi pas, retourner aussi un tuple avec notre objet qui est passé en paramètre. Comme ça, on peut continuer de l'utiliser après. Sauf que, quand on commence à avoir 4 paramètres, vous voyez le problème. Il y a autre chose qu'on peut faire, c'est de passer une référence. En passant une référence, donc on voit que ça ne change rien au niveau de l'implémentation ici. Ici, j'ai juste à mettre ce petit caractère et on est bon. Tout compile. Et donc là, les références, c'est un type particulier en Rust. Les références n'ont pas l'ownership sur les ressources. Ce qui fait que on peut faire là ce que je viens de faire avec les fonctions sans souci. Quelque chose à savoir, les références peuvent pointer vers la même ressource, pas de problème. Par contre, une ressource ne peut avoir qu'une seule référence mutable à la fois, pour éviter tout ce qui est accès concurrent, etc., etc. Et donc, quand on passe une référence à une fonction, c'est ce qu'on appelle le borrowing. Donc, plusieurs possibilités. Soit vous passez une référence à votre fonction et donc vous pouvez juste utiliser les champs qu'il y a dedans, mais rien modifier. Soit vous passez une référence mutable, et là vous pouvez récupérer des infos, les modifier, etc. Et surtout, votre objet que vous avez passé en paramètre, une fois la fin de l'exécution de la fonction passée, vous pouvez continuer à l'utiliser sans problème, il n'y a pas de souci. Donc après, si on voulait avoir une approche un petit peu plus objet, parce que je dis qu'on pouvait faire de l'objet, ça c'est quand même pas hyper objet. Donc ce qu'on peut faire, c'est de passer self. Et donc self, il fait référence au type qu'on implémente ici. Donc ici, talk. Donc en faisant ça, on peut toujours faire cette notation-là, mais on peut aussi faire, je vais y arriver, hop, on peut appeler la fonction sur notre objet. Et là, pas besoin de passer de paramètres. Voilà. Et ça marche. Yes. Donc voilà pour la démo. En
30 minutes, on n'a pas forcément beaucoup le temps de montrer beaucoup d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Je n'ai pas eu le temps de vous présenter tout ce qui est gestion des erreurs, mais c'est top. En gros, pour résumer, c'est fait avec un result. Donc c'est comme un type Ether à peu près pour ceux qui connaissent. Une partie OK, une partie d'erreur. Il y a tout ce qui est programmation concurrente aussi, qui est vraiment hyper intéressante et hyper bien faite en Rust. Puis il y a plein d'autres trucs cool comme les features qu'on peut passer au build pour avoir différentes configurations de build selon des paramètres qu'on passe. On peut faire des macros, il y a plein d'autres types qui existent et tout, c'est vraiment top. Et donc moi, mon feedback là-dessus, quand je suis arrivé et que j'ai commencé à faire du Rust, alors chose pas forcément très bien, mais je pense que je suis pas le seul à le faire. Quand je commence une techno, eh ben hop, je regarde vite fait et puis je me dis tiens, je vais essayer. Et sauf qu'en fait, eh ben, avec Rust, tu peux pas. Tu es obligé de lire la doc avant, et vraiment, parce que ce modèle-là que j'ai essayé de vous expliquer à l'instant, c'est vraiment quelque chose qu'il faut assimiler, qu'il faut avoir en tête, et qui n'est pas forcément facile à mentaliser dès le début. Donc au début, on se galère un peu. Le compilateur nous crie dessus dès qu'on écrit une ligne de code qui est pourtant pas une révolution. Mais petit à petit, ce compilateur, il devient vraiment un vrai copilote. C'est vraiment une grande aide. Et il est hyper bien fait, hyper verbeux. Je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut avoir des explications sur les erreurs. Et c'est vraiment bien. Après, autre chose aussi à faire attention, quand on a une base de code qui est partagée entre plusieurs développeurs, le niveau de connaissance des développeurs n'est pas forcément le même. Et ça se ressent. Des fois, on va voir beaucoup de clones sur certains objets alors que ça ne nécessite pas forcément. En gros, faites un clone que s'il y a vraiment besoin. Si votre fonction, vous pouvez passer une référence et que ça a du sens de passer une référence, faites-le. Si par contre votre fonction doit consommer votre paramètre, eh bien, passez pas de référence et votre paramètre sera plus utilisable après la fonction et c'est pas grave. Une chose aussi à savoir, la communauté est super accueillante et hyper bienveillante, même envers les nouveaux qui ne connaissent pas. Sur les forums, il ne faut pas hésiter à poser des questions, ils seront hyper ravis d'y répondre. Et ça, c'est vraiment appréciable, on ne se sent pas comme un tocard qui vient, qui ne connaît pas et qui vient déranger, quoi. Donc ça, c'est super cool. Quelques liens pour finir, la doc de Rust, qui est vraiment, vraiment, vraiment top. Chaque concept est hyper bien expliqué. Il y a un book par concept quasiment, c'est vraiment top. Si vous voulez essayer en ligne, il y a le Rust Playground qui existe et qui fait son taf. Et au niveau des cours, il y a plein de cours qui sortent. Donc il y a les Rustlings qui sont ceux officiels de Rust qu'on trouve sur leur dépôt GitHub. Et il y a Google qui a sorti il n'y a pas très longtemps des cours pour Rust. Ils se sont mis à Rust quand ils ont fait de l'Android. Et ils disaient justement qu'ils avaient vachement amélioré la fiabilité de la mémoire, et que c'était beaucoup plus robuste comme ça. Et il y a JetBrains aussi qui intègre dans son IDE des cours sur Rust, et notamment les Rustlings, je crois. Voilà, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, il reste 1 minute 30, donc je pense que je peux en prendre au moins une et j'essaierai d'y répondre. Oui. Alors, il y a... Alors, moi, je suis... Ah, pardon. Alors, la question, c'était quand on utilise une librairie C qui n'est pas sur le même modèle, comment ça fonctionne? C'est ça? Donc, moi, du haut de mon expérience de 10 mois, j'ai pas forcément eu l'occasion de le faire. Mais par contre, c'est fait dans notre code Adocto. Et pour le coup, il y a des blocs qu'il faut mettre unsafe pour utiliser ces librairies-là. Et après, à toi de gérer les problèmes qui peuvent arriver, quoi. J'ai 50 secondes encore. Autre question? Oui. Le trait, alors la question c'était c'est quoi la notion de trait? Alors la notion de trait, c'est une interface en Java. C'est voilà, tu as des fonctions à implémenter, tu réponds à un contrat. Voilà. Une autre question, 28 secondes. Oui. Oui.
Alors, les mocks, est-ce qu'on en utilise nous? Non, on les fabrique nous-mêmes. Après, l'écosystème est quand même assez, vaste et évolue vachement, donc je pense que tu dois avoir des librairies de mocks, ouais. Mais enfin, moi, à ma connaissance, on n'en utilise pas, ou tout du moins, j'en ai pas utilisé, moi. D'accord. Donc moquerie HTTP, disait le monsieur. OK. Du coup, ah bah, j'ai dépassé. Du coup, après, vous pouvez venir là poser des questions, il y a pas de souci. Merci encore.